Gouvernement congolais, l'OMS qui vient de débloquer $1 million pour parer au plus précis quant à ce qui concerne cette épidémie. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai dit écho avec Eric Tchikouma de Zoom Echo. Eric, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Merci. Zoomecho.net. À la une ce matin, on peut découvrir. Oui, vous savez que le Conseil des ministres a approuvé le projet portant décret fixant le nouveau taux journalier du SMIC en République démocratique du Congo. Donc, il est dès lors autorisé au Premier ministre de signer ces décrets pour fixer le nouveau taux journalier du SMIC en République démocratique du Congo. Donc, il est passé, dès l'entrée en vigueur du décret du Premier ministre, ce taux passera de 1680 francs le jour à 7075 francs congolais. Les plus bas salaires pour un huissier revient à combien? C'est à peu près 90 000 francs congolais. Ok, très bien. Alors, les premiers SMIC, il a été respecté. Cette fois-ci, c'est à respecter. Qu'est-ce qu'ils font de les assurances du gouvernement? En 2009, lorsque la dernière révision a eu lieu, il était passé à $3 au taux du jour. Mais aujourd'hui, avec le 7075 francs congolais, ça ne représente que 4,30 $. Donc, c'est pratiquement dérisoire. Très bien, on va revenir à vous sur cette question parce qu'il s'agit de Jeudi Écho. Bonjour, Joël Kadendanga, bienvenue. Bienvenue, cher confrère. Je suis très content de vous retrouver en vie et vous avez connu un accident il y a 2 semaines. Ça se passe tant mieux que mal. Merci particulièrement à vous, Serge, pour l'alarme lancée et surtout à Christelle Wanga qui a couru la toute première et pour tous vos appels, vos réconforts, les réconforts des uns et des autres, les messages de consolation et surtout Kiosque qui a été représenté sur mon lit d'hôpital par Doudou Moutiri, notre député à la Lukunga qui est venu nous rendre visite au chevet de notre lit à l'hôpital. Merci aux uns aux autres qui nous ont secourus. C'était grave et merci de m'avoir rappelé pour convaincre quand même certaines âmes sensibles qui étaient en pleurs, qui pensaient que nous ne pouvions pas encore être debout. Allez, vous êtes debout, mais il y a un autre qui est assis ce matin, Laurent Onyemba. On l'a braqué hier, vers 18h45, sur le boulevard, en entrant vers le CPT. On lui a ravi et de l'argent et des téléphones. Je l'ai dit hier, c'est Peter Tiani qui a lancé l'alerte, hier vers 20h. Je l'ai dit, aujourd'hui, Serge Kabongo, même lorsqu'on dit que transition sans Kabila, je ne sais pas si encore Kabila gère ce pays, je ne sais pas s'il y a le ministre de l'Intérieur, s'il y a la police. Aujourd'hui, sur les routes de Kinshasa constituent des nids d'insécurité à très haut niveau. Donc vous ne pouvez pas calmement vous promener aujourd'hui à Kinshasa, et même à travers le pays, sans vous sentir en sécurité. Qu'est-ce qui peut expliquer cette criminalité? Nous ressemblons un peu à Djobour, une ville criminogène. Non, c'est une stratégie mise en place. C'est ce que nous avions décrié au départ. C'est-à-dire nous sommes dans une sorte des enfants dans une école prise en otage par un kamikaze bourré d'explosifs. Vous acceptez, je reste au pouvoir et je négocie avec vous, vous refusez, j'explose et vous mourrez tous. Et là, vous sentez que les poches de sécurité, c'est partout. Et là, lorsque vous êtes le long de l'aérodrome d'Indolo, vous n'êtes pas en sécurité. Lorsque vous êtes vers Pakadjouma, vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes au centre-ville, à côté de même ligne, il y a des véhicules. Donc aujourd'hui, quand vous vous promenez en ville, vous devriez avoir vos portières verrouillées. Si elles ne sont pas verrouillées, aujourd'hui, c'est au su et au vu même de la police. La police vous regarde pendant qu'on est en train d'opérer. C'est-à-dire, on vient, on ouvre vos portières, on prend les sacs, on ravit tout ce que vous avez, on ravit les téléphones, et vous voyez les criminels s'enfuir. Quand vous voyez l'homme comme du niveau, du standard de vie de maître Laurent Onyemba, professeur, enseignant à l'université, et lorsque cela peut lui arriver, et au moins lui, au moins moi, on peut en parler, vous pouvez en parler, mais tous les autres citoyens là, les anonymes, tous les anonymes, combien de gens sont braqués en ville, combien de gens ont perdu leur téléphone? Aujourd'hui, si on a parlé de mon accident, parce que c'est Joël Cadet, c'est parce que c'est Laurent Onyemba qui a perdu ses $400, c'est pratiquement toutes les économies qu'il avait, vous savez, il est dans la profession libérale.
Vous savez que c'est quand nous sortons qu'on a un peu quelque chose. Et là, c'est quelqu'un de délaissé, c'est quelqu'un de... Alors moi je pense qu'il faudra plutôt prendre cette question dans un cadre d'insécurité. Il ne faut pas toujours jeter de l'opprobre sur Kabila ou ceci, mais il se pose réellement un problème d'insécurité dans la ville. Hein. Vous l'avez dit, Serge, mais vous avez tout à fait raison. Et même ce que Joël Cadet dit, il a tout à fait raison. C'est à la police mais de faire simplement, son travail. il appartient à la police de faire correctement son travail Voilà. et de jouer le rôle d'accomplir les missions pour lesquelles elle est censée s'exécuter. Donc c'est ici l'occasion d'interpeller aussi le ministre de l'Intérieur et tout le service de sécurité de Kinshasa. Le commandant de la police. C'est depuis 2 ans maintenant, on peut le dire ainsi, que ces genres de braquages se font. Et c'est généralement ici, sur le boulevard du 30 juin, que ça se passe. Mais pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, la police de la ville de Kinshasa, les autorités politico-administratives ne nous ont pas encore présenté ces malfrats, ces kidnappeurs qui opèrent à ciel ouvert ici à Kinshasa. Donc, la police est interpellée, le ministre de l'Intérieur est censé s'occuper, veiller personnellement à ce que la sécurité soit rétablie sur le boulevard du 30 juin et même les avenues parallèles. Très bien, merci beaucoup. Tous nos soutiens à Laurent Onyemba, l'unique consultant que nous avons sur Kiosque. Heureusement qu'il est encore en vue. Laurent, les téléphones, l'argent ne servent à rien. Le plus important, c'est d'avoir la vie sauve. Allez, on va parler actualité économique ce matin. Procès Gécamine, KCC. Vous avez trouvé KCC a réquisé les tribunaux, hein? Oui, ben c'est légitime. KCC a estimé que le tribunal de commerce de Kolwezi n'était pas indépendant pour traiter son dossier. C'est une suspicion légitime de la part de Katanga Mining qui a obtenu auprès de la Cour suprême des justices l'acte pouvant autoriser ou lui autoriser à annuler ou à suspendre la procédure au niveau du tribunal de commerce de Kolwezi. Cela a pour effet immédiat que l'audience ou le procès soit momentanément suspendu et que la Gécamine puisse choisir le tribunal, un autre tribunal de commerce compétent à travers le pays afin de pouvoir prendre en charge l'affaire. Ça, c'est pas jouer un peu au dilatoire? Justement, pour la Gécamine, c'est clair. Donc, KCC, à travers Katanga Mining, est en train de vouloir faire ces dilatoires juste afin de pouvoir obtenir de la Gécamine un arrangement à l'amiable. Mais vous savez que la Gécamine a déjà dit non parce que elle estime avoir été suffisamment roulée depuis des années. Imaginez que ses partenaires de Katanga Mining ont emprunté de l'argent auprès de Glencore qui est à 80% propriétaire de Katanga Mining, imaginez, et à des taux exorbitants allant jusqu'à 14-15%, alors que sur le marché, le taux d'intérêt c'est à peu près 3-4%, le maximum en tout cas c'est 4%. Donc, et cela a produit un endettement d'environ 9 milliards de dollars que le projet KCC doit à Glencore. Et autour de ces projets, tous les marchés de sous-traitance, c'est toujours accordé à des sociétés qui sont affiliées à Glencore. Donc la Gécamine s'est estimée vraiment roulée depuis des années et que à ces points, son objectif c'est de pouvoir obtenir la dissolution de KCC qui est un projet conjoint avec la Gécamine et Katanga Mining. Et la Gécamine en détient 25%, Katanga Mining 75%. Donc nous estimons qu'à l'allure où vont les choses, la Gécamine pourrait désigner un autre tribunal pour prendre en charge l'affaire et au cas où KCC le voudrait ou voudrait bien continuer avec ses dilatoires, elle pourra aussi récuser le tribunal et
question de contraindre la GECAMIN à revenir autour de la table pour un arrangement à l'amiable, ce qui ne pourrait peut-être pas être possible d'après des informations que nous avons des proches de la GECAMIN. Peut-être qu'aller dans un tribunal international. Non, mais la surséance qui a été décrétée, que Katanga a sollicité au niveau de la Cour suprême de justice, c'est tout simplement pour, en faveur non seulement du déplacement, du choix de notre tribunal autre que celui des juridictions de Kolwezi, mais également c'est au profit d'un arbitrage international. Mais aujourd'hui, on peut condamner les taux d'intérêt tel que mon confrère venait de le dire. Mais nul ne peut se prévaloir, c'est un principe de droit, de sa propre turpitude. Qui a négocié ces contrats? Aujourd'hui, les durs dans ce qui arrive aujourd'hui entre la GECAMIN et Katanga Mining, c'est quoi? C'est lorsqu'on ramène des conflits d'individus dans la gestion des affaires publiques. C'est une affaire privée entre le président du conseil d'administration de la GECAMIN et M. Dan Jetler. Et des conflits d'individus. Vous savez, c'est de la même manière que à l'époque, First Quantum a fermé. Tout simplement sur un coup d'humeur d'un individu, ils se sont échangés des paroles et ça s'est amené jusque dans des procès. Ça a commencé à Kolwezi. Je vous dis que Glencore n'acceptera pas de perdre en République démocratique du Congo. S'ils perdaient, ils sont liés aussi par l'arbitrage international. On va se retrouver au niveau de Paris et ça sera toujours la République démocratique du Congo qui va faire. C'est ainsi que, bien que mon confrère qui est très bien introduit au niveau de la GECAMIN dise que les proches de la GECAMIN disent que l'arrangement à l'amiable n'est pas bon. Ça a été dit depuis longtemps parce que même KCC, Katanga Mining a fait un communiqué pour dire qu'elle avait déjà amorcer les procédures pour pouvoir obtenir l'arrangement à l'amiable, c'est que la GECAMIN a récusé. Donc, non, c'est exactement, c'est ce que je dis. Et vous savez, il y a un adage populaire qui dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je vous dis que dans cette affaire, ça sera la République qui va perdre. C'est de bon droit que la GECAMIN puisse porter l'affaire devant la justice congolaise. Mais est-ce que les partenaires qui viennent ici auront pleinement confiance dans les décisions qui sortiront de notre justice? C'est là où il faut se poser la question. De deux. C'est ce que nous étions encore en train de dire, même au sujet de la révision du code minier, dont le règlement minier en cours d'élaboration. Nous avons dit, de la même manière que nous l'avions décrié à l'époque pour la TVA, aujourd'hui on avait dit que dès qu'on va incorporer la TVA dans les codes miniers, ça va perturber le fonctionnement normal de l'économie nationale dans la mesure où l'État congolais n'a pas encore le moyen d'honorer ses propres dettes. Aujourd'hui, si on s'en tient tout simplement à honorer le trop perçu de la TVA, je vous dis que mon frère Kapika qui était en train de se frotter les mains, que nous avons les réserves d'1 milliard de dollars, on va tout payer parce que l'État congolais aujourd'hui paye aux miniers, exclusivement aux miniers, plus d'1 milliard de dollars. Et c'est la même manière... En termes de TVA. Oui, en termes de TVA. Tout simplement, vous avez un journaliste économiste sur cette table. C'est-à-dire que ça sera 1 milliard de dollars. On peut prendre juste pour Rand Gold, c'est 200 millions de dollars américains. Vous prenez KCC, vous êtes au niveau déjà de 100 millions quelque chose. Donc si on le prend, même si on peut juste prendre les 7 grands miniers, ce qu'on appelle le G7 là, on est déjà au-delà d'1 milliard de dollars que le gouvernement congolais ne saurait pas payer. Et aujourd'hui, ils sont en train de négocier pour que l'on puisse peut-être convertir ces dettes-là au paiement anticipatif d'autres taxes. Et c'est là que je dis, la GECAMIN a intérêt aujourd'hui qu'il procède par un arrangement à l'amiable. Ça sera profitable à la République démocratique du Congo que de chercher à s'imposer par notre justice, dont on connaît sa réputation sur le plan tant national qu'international. Et quand ça va se traîner au niveau de l'arbitrage international, vous connaissez combien nos avocats... Ça risque de porter préjudice à la République. Mais dans le cas, par exemple, je vais finir par là. Dans le cas, par exemple, de First Quantum, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit 2 milliards de dollars.
et on n'a pas cet argent. Et ce sont des réserves minières qu'on a cédées à First Quantum qui est encore en train de les exploiter pendant de plusieurs années. C'est là que j'en appelle aux hommes d'État d'avoir les âmes d'État au lieu que l'on puisse toujours tout traiter avec les états d'âme. Merci beaucoup. Et si vous regardez, par exemple, le problème qui ont dans l'élaboration du code minier, les codes miniers, quand vous regardez, vous allez sentir dans certaines dispositions les sueurs d'âme qui coulent des conflits individuels entre le responsable de la GECAMINE et quelques partenaires de la GECAMINE. Or, quand vous rentrez en 2002, cette GECAMINE-là a été à terre. Cette GECAMINE-là a été à terre. Et c'est grâce à ceux qui sont venus qu'elle a eu une petite bouffée d'oxygène. Mais c'est pas parce qu'ils étaient venus nous aider que nous devons continuer 10 ans après avec cette Non, mais il y a des contrats qui nous lient. Ils viennent pas faire la charité en RDC. Non, ils viennent pas. Attendez. Vous allez dire aujourd'hui qu'en 2002, la GECAMINE était à terre. Oui, mais le réserve de la GECAMINE était intact. Aujourd'hui, elles ont été pillées, sérieusement exploitées par les multinationales, au détriment du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais a gagné? Vous allez au Katanga, allez voir comment la pauvreté ronge la population. Mais vous allez me dire que ces exploitants sont venus faire la charité au Congo et puis ils vont partir ou aider le Congolais. Ils ne doivent pas venir ici aider le Congolais. Ils doivent venir travailler en partenariat gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Voilà la précision que je voudrais ajouter. Les temps qui terminent et puis je vais... Non, mais les gagnants-gagnants, c'est lorsque ces multinationales-là paient leurs impôts, paient leurs taxes. Mais calculer ce qu'ils doivent à l'État. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir parce que l'ITIE est là, vous avez publié ce que vous avez payé. Vous pouvez aller, je crois, mon ami Katende, Jean-Claude, il a les données, il peut vous les donner. Vous allez voir ce que ces miniers-là ont payé à l'État congolais. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Il n'appartient pas. Bien sûr, aujourd'hui qu'on a inclus les dispositions, ce que nous avons tous salué, c'est que la plupart de journalistes dans le secteur ont salué, les dispositions liées aux responsabilités sociales des entreprises minières. Heureusement qu'on en a ajouté dans ces nouveaux codes. Ce n'était pas ajouté à l'époque. C'est de la responsabilité de la République démocratique du Congo de construire les routes. C'est de la responsabilité de la République démocratique du Congo de construire les maisons et ainsi de suite. Mais quand vous allez... Le Congo n'invente pas. S'il vous plaît, si je puis terminer. À travers le monde où il y a une exploitation des ressources naturelles, les communautés environnantes ont l'obligation de bénéficier du fruit. C'est une obligation. Mais alors, vous n'allez pas dire que l'obligation de construire les routes, elle est exclusive à l'État dans un contexte ou dans une communauté où il y a des exploitants miniers, des exploitants des ressources naturelles qui exploitent et qui ne savent pas reverser quelque chose. C'est pourquoi on parle de la responsabilité sociétale des entreprises pour les obliger à investir dans le développement local. Merci beaucoup. C'est ce qui a été intégré dans le code et c'est une bonne chose. Ça, il faut il m'a arraché la parole. Je voudrais. Non, s'il vous plaît, Eric. Non, s'il vous plaît, Eric. Non, s'il vous plaît, Eric. Si je puis terminer. S'il vous plaît, vous aurez le temps. Certainement, il est un homme juste, je le sais. Non, faut pas me flatter. Non, je ne vous flatte pas. Moi, je ne suis pas comme celui-là. Vous avez toujours été sur qui on a insulté, après on vient danser les dialogues, il accepte. Moi, je n'aime pas la flatter. Serge Kabongo, vous l'avez toujours été, vous avez le prix Chimboubou, c'est pour cela que le jury a pesé pour ça. Mon ami, c'est en 1 minute 30, vous avez plus beaucoup de temps qu'Eric. C'est un grand voyageur. Je l'ai vu à Abidjan, je le vois à Paris, je le vois partout. Je l'aurais conseillé de faire un tout petit voyage parce qu'il en a le moyen d'aller juste à Lonchi. Je reviens, s'il vous plaît. Non, je veux finir. Vous pourriez partir à Lonchi, vous allez voir les maisons que First Quantum a laissées avec commissaire. S'il vous plaît. Des maisons. Puis-je finir? Non, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Eric, s'il vous plaît? Je peux finir. En dehors de ça, vous pouvez aller à Tenkefungurume. Aujourd'hui, à Doko, où il n'y avait que 20 000 habitants en 2009, vous en comptez plus de 500 000 personnes. Merci et beaucoup. des maisons qui ont été construites à Doko. Merci beaucoup. Ce n'est pas le problème. Non, mais vous pouvez faire un voyage. Joël, Durant les
17 ans, respect le des gouvernement actuel Allez, n'a même pas Eric, construit un camp militaire. Merci Pas beaucoup. même un camp de la police. Merci. Allez au camp Lufungula, S'il vous vous plaît. allez voir les conditions dans lesquelles les militaires vivent. Moi je pensais qu'il n'y a que des sujets politiques qui divisent les journalistes, mais j'aimerais aussi contre même des sujets éco. Non, Oui, problème. merci beaucoup Joël, vous avez pris suffisamment de temps. problème. Eric, vous avez 3 minutes 26 secondes. Merci beaucoup. Ouais. Il en a eu suffisamment S'il vous plaît. pour lui. Il Oui. m'en avait ravi. Non, 4 minutes. Mais vous C'était avez- les compléments d'infos. Vous avez pris au moins 10 minutes pour... Allez-y Eric. Alors, je commence d'abord par dire à mon confrère Joël Cadet ceci. Il appartient aux sociétés minières d'investir dans le développement de communautés locales où ils exploitent. Ça, c'est une obligation. Ils ne peuvent pas transiger. Vous n'allez pas me dire, moi j'ai circulé tout le Katanga, le Haut-Katanga, le Lomami, le Lualaba, partout là où il y a des projets. Et j'ai vu la nature d'investissement que les miniers, que les exploitants miniers disent, crient tout haut, que voilà, nous avons construit des écoles. Allez voir, c'est quel type d'école? Est-ce que ces bâtiments ont été construits selon le respect de normes d'une classe? Pas du tout. Autant pour des maisons. On vous construit des bicoques sans même fenêtre et vous allez dire que c'est une maison. Même si on en construisait 200, mais ces 200 cases, ces 200 maisons, même si c'est en briques cuites, ne peuvent pas coûter 200 000 $, alors qu'ils exploitent des milliards chaque année. Donc, c'est pour cela nous disons ceci, et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé, que les opérateurs miniers, lorsqu'il faut investir dans le développement de communautés locales, il faut que ces investissements soient bien réfléchis et que ça soit des investissements durables. Et même dans le code minier, on a inséré, le gouvernement a inséré plusieurs dispositions, notamment le 0,5% du chiffre d'affaires annuel pour obliger le minier à investir dans le développement de communautés sociales locales. Et puis, il y a aussi le fonds pour les générations futures, des 10% de la redevance minière. Si, par exemple, bientôt le règlement minier entrera en vigueur, le cobalt, par exemple, le coltan seront classés minerais stratégiques pour que la redevance puisse passer à 10%. Et imaginez, le 10% de l'ensemble des redevances minières seront affectés au fonds pour les générations futures, et c'est effectivement pour permettre à ce que les communautés locales se développent. J'en reviens au projet KCC. Je voudrais préciser à Joël Cadet, s'il ne le sait pas, le texte, le contrat de joint venture entre Katanga Mining et Gécamine sont clairs. Il stipule ceci. Allez lire, allez chercher. Si vous n'en avez pas, je pourrais vous le mettre à votre disposition. Moi, je ne vous interromps pas, je répondrai. Oui. Non, vous n'aurez plus d'intervenir. Lorsque l'une des parties ne respecte pas les clauses contractuelles, en cas de violation de clauses contractuelles par l'une des parties, la partie lésée est dans le droit d'aller saisir une juridiction compétente pour solliciter la dissolution du projet. Voilà. Et la dissolution du projet, de la société, lorsqu'elle est déclarée, la partie qui a violé le contrat n'a pas à réclamer quoi que ce soit de l'autre partie. Merci. C'est le cas dans lequel se trouve aujourd'hui la Gécamine. Et Katanga Mining le sait pertinemment bien, que même s'ils allaient à un arbitrage international, elle ne pourrait jamais battre la Gécamine parce qu'elle-même, elle a violé. Qu'est-ce que la Gécamine a fait? La Gécamine a recouru à une expertise internationale, des cabinets d'audit le plus expérimentés du monde. C'est toujours Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, tout ça. C'est eux qui ont fait l'étude. Ils ont fait un audit sur le projet KCC, sur les finances du projet KCC, et qui ont détecté que KCC s'est endetté à l'ordre de 9 milliards de dollars et à des taux exorbitants. Merci beaucoup. Endetté auprès de qui? Auprès de actionnaires même de Katanga Mining. C'est ce qui est encore grave. Donc, c'était pour apaiser notre confrère que la Gécamine est en droit. Ce n'est pas qu'on le défend, on la défend juste pour la défendre, mais nous défendons le principe. Les textes sont clairs.
partout, même si Gécamine allait au tribunal de commerce de Kinshasa, elle va gagner le procès, même si elle allait en arbitrage, même en Côte d'Ivoire ou à Paris ou à Londres, la Gécamine va gagner. Très bien. Je conclus en disant que l'option d'un arrangement à l'amiable n'est pas totalement exclu. Merci Il beaucoup. peut aussi arriver que la Gécamine dise, bon, vous avez quand même investi, vous avez quand même fait beaucoup d'investissements ici, on a travaillé en partenariat, essayons de revoir les choses, et c'est possible. Sur le plan de texte, je ne vois pas une juridiction condamner la Gécamine dans ces procès. Non, Joël Kadé. Juste un seul Non, mot. on passe à autre thème. Hein. On a pris déjà 22 minutes pour cette question de la Gécamine. C'est vrai que j'ai dit éco, on parle plus économie, c'est ça que j'ai dit. Mais il y a aussi un aspect économique Un seul lié, non, un aspect économique lié au plan de décaissement du gouvernement auprès de la CENI. Aujourd'hui, il y a des députés, je ne sais pas moi, Bindoulé ou c'est qui, Kambinga, qui interpellent le Premier ministre pour venir. Il semble que les premiers ministres, je dirais le gouvernement, ne s'exécute pas en ce qui concerne les plans de décaissement, mais la CENI non plus ne s'en plaint pas. Eh ben, qu'est-ce que le Premier ministre viendra dire à l'Assemblée? Que non, on a des réserves, on va donner, mais peut-être qu'on ne donne pas parce que la CENI n'en fait pas la demande? Non, Serge. Et j'ai lu la semaine passée la tribune du député Loubaya, où il disait qu'il n'y aura pas élection le 23 décembre prochain. Et parmi les raisons qu'il a avancées, et j'avais lu ça dans un écho, c'est le plan de décaissement qui n'est pas respecté. Et s'il faut que l'on tienne les élections au 23 décembre prochain, c'est que une des raisons pour lesquelles les élections ne pourraient pas être tenues au 23, c'est notamment ce plan de décaissement qui n'a pas été respecté par le gouvernement. Mais laissez-moi dans mon temps... Mais la CENI ne s'en plaint pas non plus. Hein. Mais la CENI ne s'en plaint pas parce que la CENI travaille à un nouveau report. Parce qu'il n'y aura d'élection dans ce pays. C'est une complicité ou bien... C'est une complicité. Il n'y aura élection dans ce pays que lorsque Joseph Kabila sera lui-même désigné candidat. Et c'est l'unique moyen d'avoir la paix. C'est ce que j'ai dit, la théorie que j'ai développée, la théorie d'un kamikaze qui a pris vos enfants en otage et bourré d'explosifs. Soit vous négociez avec lui pour qu'il demeure là, qu'il gagne ce dont il a besoin, soit il laisse ça explose. Mais laissez-moi placer un mot pour les secteurs miniers, je finis par là. C'est juste le problème dont la République démocratique du Congo a besoin aujourd'hui, c'est les infrastructures routières, l'énergie et la bonne gouvernance. Si aujourd'hui on tenait compte de la bonne gouvernance, tout l'argent que génèrent les sociétés, les multinationales minières et même tous les autres secteurs contribuerait au développement de ce pays, on attirerait beaucoup d'investisseurs dans notre pays. Si on gérait bien ces recettes. Mais malheureusement, ça contribue à être placé dans les paradis fiscaux à l'étranger, ça contribue à quelques individus de la République de la Gambie. Alors revenons pour la deuxième raison pour laquelle Loubaya dit qu'il n'y aura pas d'élection. Vous verrez aujourd'hui, parce que vous avez parlé de la complicité, la descente de Ramazani, et partout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Notre candidat, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Donc vous comprenez? C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'aura pas compris ce qui se trame ou ce qui se prépare, il n'y aura pas élection. Et je crois par rapport à ces sujets, lui qui avait dans son organe de presse, c'est là où tous les détails ont été donnés, il peut vous donner qu'à ce jour ici, la CENI n'a pas eu ce dont elle devrait en principe avoir dans l'organisation matérielle des élections. Et conséquence, c'est hypothétique que l'on puisse espérer l'organisation des élections au 23 décembre prochain. Très bien. Deux questions à vous. Le plan de décaissement n'est pas appliqué. Si on garde les mêmes rythmes de décaissement, est-ce qu'il est possible qu'au mois de décembre, nous puissions avoir toute l'enveloppe? Ça, c'était la première question. Deuxième question. Surtout qu'on refuse les financements extérieurs. Voilà. Dites-vous que cette question de l'enrôlement de la diaspora est élaguée. Est-ce que, peut-être que j'aurais bien voulu vous poser la question hier pour la nuit, quand on échangeait pour faire un petit calcul. Les montants global, l'enveloppe globale pour l'achat de machines pour la diaspora, les déploiements dans nos chancelleries, les recrutements et des agents. Parlons enrôlement de la diaspora. Ça représente quelle enveloppe? Alors, cet enrôlement est en passe d'être élagué. Est-ce que ça peut influencer sur l'enveloppe globale des élections? Merci beaucoup, Serge.
Je pense que Zoom-Eco, depuis les débuts du processus électoral, suit au pas à pas l'aspect lié au financement du processus électoral. Et nous avions été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour rappeler au gouvernement qu'il devrait publier le plan de décaissement. Et je pense que les articles sont sur le site, vous pouvez aller lire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous suivons le rythme de décaissement. Je rappelle ici que le gouvernement, en décembre, ou en janvier, non, décembre, fin décembre, le gouvernement avait annoncé que le plan de décaissement allait varier de 30 à 40 millions de dollars le mois. Mais en janvier, le gouvernement a décaissé 30 millions de dollars, l'équivalent de 30 millions en francs congolais. Et au mois de mars, mi-mars, il y a encore 22 millions qui ont été rajoutés. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Entre-temps, aucun autre décaissement n'est suivi. Donc, nous considérons que depuis 4 mois, c'est à peine 52 millions de dollars qui ont été décaissés. Mais nous disons que le gouvernement, jusqu'aujourd'hui, moi je reste convaincu, et même au niveau de notre rédaction, puisque nous suivons le dossier, le gouvernement est en mesure de financer tout ce qu'il faut, les 432 millions de dollars avant les élections. Et ça, c'est possible. Par quel canal? Il y a aussi, comme ça s'est passé en 2006, comme en 2011, le gouvernement a recouru au crédit bancaire pour payer le bulletin des votes, payer les urnes, payer tout ça, quitte à ce que plus tard, il se rattrape. Donc, c'est ce qui peut aussi être fait jusqu'à preuve du contraire. C'est peut-être au niveau du gouvernement, on ne nous dit pas tout, mais moi je reste convaincu parce que nous lisons la presse, même la presse étrangère, il semble que même les machines à voter ont été déjà commandées. Mais si les machines à voter ont été déjà commandées depuis, je ne sais pas moi, le mois de février ou le mois de mars, donc au moment où nous parlons, la société qui produit les machines à voter est en pleine exécution et que bientôt peut-être ils vont commencer à faire la livraison pourvu que la commission électorale indépendante soit en mesure d'acquérir les machines à voter à temps, le déployer à temps et attendre les élections. Puisque la plus grosse dépense de la CENI concerne la machine à voter. Donc, je pense que si le gouvernement a recouru à ces mêmes mécanismes, parce que il est en plein droit de le faire, si vous n'avez pas de cash, il y a d'autres mécanismes auxquels vous pouvez recourir pour accéder aux biens que vous sollicitez. Donc, si le gouvernement l'a fait, et je soupçonne le gouvernement de l'avoir déjà fait, et j'interpelle le gouvernement de communiquer au peuple pour élaguer cette question de soupçon autour du plan de décaissement de fonds. Donc c'est très important que le gouvernement communique pour rassurer le peuple congolais que voici le mécanisme auquel nous avons recouru pour pouvoir financer les élections qu'elles aient lieu au 23 décembre. Très bien. Enfin, je réponds à votre deuxième question. Donc, avant même de répondre, je dis que le problème des financements est un faux problème. Le problème, c'est fait délibérément. Le vrai problème, pour moi, pourrait peut-être être le fait que l'opposition récuse la machine à voter. Et le fait de le récuser peut entraîner, suscite un problème politique qui peut encore ramener les gens autour de la table et puis consacrer un autre glissement. C'est là le problème. Alors, l'opposition... Ça, c'est mon analyse. Vous savez que je n'aime pas trop parler la politique. Mais l'opposition congolaise, moi, je pense qu'elle est distraite par la majorité au pouvoir. La majorité, comme le disait tout à l'heure Chadar, il tourne pour dire Kabila est leur candidat. Kabila, sur le plan de droit, ne peut plus être candidat. Et ça, c'est la Constitution qui l'a dit. Par quel mécanisme Même il peut être l'accord. candidat? Même l'accord. Alors, si les opposants sont là pour croire que Kabila sera candidat et ils croisent le bras, ils font rien, ils sont en train de perdre leur temps parce que toutes les étapes prévues, vous savez que dernièrement, le président de la République a promulgué la loi sur la répartition des sièges. Donc, petit à petit, il y a des actes qui sont posés pour que les élections aient lieu. Alors, que les opposants ne soient pas distraits, ils risquent d'être pris
au pied levé à la dernière minute et ils n'auront pas le temps de se déployer. Alors, si on est là de la diaspora... Par rapport à votre question liée à... nous avons combien de représentations diplomatiques? Plus de 60, hein? Plus de 60. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a que 60 machines à voter à envoyer. Peut-être 2 machines. Une machine à voter. Bon, si on machine à enrôler d'abord. Pour enrôler la diaspora. Non. Bon, pour enrôler d'abord, c'est à peine 60 machines si vous envoyez à travers nos différentes représentations. Donc, ça sous-entend qu'il faut faire $2500 fois 68 ou 60. Ou les agents enrôleurs, leur séjour. Est-ce qu'il faut amener 20 agents par représentation diplomatique? Je pense que il y a moyen de minimiser le coût. Vous pouvez recourir autant que nous le faisons ici dans les écoles. Là où on va dans les écoles, c'est les enseignants, c'est les directeurs qui sont mais ils sont payés, Justement, ils sont payés, tout comme on peut recruter des gens en Europe. Il y a beaucoup de chômeurs là-bas. Très bien. On va parler politique alors. Pour la CENI. On va parler politique. Payés au même titre que ceux qui sont ici. Très bien. Joseph Kabila à l'Assemblée et au Sénat hier. Bref, il a pris langue avec Kengo et avec le président de l'Assemblée, Aubin Minakou. Rien n'a filtré de cette rencontre. Je sais que c'est pas vraiment votre dada, cette question politique, mais c'est une rencontre qui intervient à 48 heures du Congrès en vue du remplacement du professeur Bagnakou. Oui. Ça va se passer demain, députés et sénateurs en congrès, et on fait les votes. On présente un candidat. Les bureaux de l'Assemblée et du Sénat se réunissent pour présenter un candidat qui sera peut-être voté à l'unanimité. Oui, je pense que c'est pas pour faire un dictat au bureau de l'Assemblée? Bon, je ne peux pas aller sur ces chemins-là. Je pense que Joël Cadet est mieux placé pour répondre à la question, mais simplement je constate que cette réunion aura lieu et que la suite sera faite. Donc il y a lieu pourtant, par contre, de se poser de bonnes questions sur la motivation des démissions de ces membres de la Cour constitutionnelle parce que, jusqu'à preuve du contraire, ils ont évoqué des raisons personnelles, mais d'après ce que nous avions entendu, ils ont été contraints à cette démission, peut-être pour faciliter les votes au niveau interne, tout ça, je ne sais pas trop, mais je pense que Joël Cadet est mieux placé pour nous répondre et analyser cette question avec doigté comme il a... Joël Cadet, Joseph Kabila qui vient à l'Assemblée, d'ailleurs lui-même a un bureau à l'Assemblée au premier niveau, c'est pas la première fois, même sous Caméré, il était là, sous Bouchab, il arrive que les choses de l'État passent, mais le contexte c'est que c'est à 72 heures, non, à 48 heures de la tenue du congrès, en vue de désigner les remplaçants de Bagnakou. Pendant ce temps, Bagnakou démissionne, et Sambo Jean lui démissionne, Kalonda meurt, le tirage qui devrait avoir lieu n'a pas lieu. Est-ce que le tirage devrait se faire avec ou sans la démission, ou bien il fallait d'abord combler les vides de démission et des morts avant de procéder au tirage pour faire partir les 3 juges? Je crois qu'en fouillant cette question, Eric Chikuma, très intelligent, a donné les meilleures réponses qu'il fallait. Lorsque, déjà dans sa réponse, il dit que les démissions auraient été dictées. On connaît. Vous savez, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Ce qui était a déjà eu lieu, ce qui est a déjà eu lieu et aura lieu dans les temps à venir. Mais malheureusement, les générations présentes ne tirent pas de leçons de ce qui a été dans le passé. Si aujourd'hui les gens ne croient pas qu'il y aura élection le 23, si aujourd'hui, dans les tractations de la majorité présidentielle, que le président puisse improviser sa visite au Parlement, dont on connaît le fonctionnement depuis qu'il est là, une caisse de résonance de la majorité présidentielle, et que l'autorité morale de la majorité présidentielle puisse se déplacer pour aller là, il vient comme président de la République, dans son bureau, et ensuite rejoindre le président du Sénat qui attendait, et le président de la majorité présidentielle, et l'autorité morale de la majorité présidentielle, et le secrétaire général de la majorité présidentielle, aussi président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. C'est certainement... Rien n'a filtré, mais on peut soupçonner qu'il y ait eu des injonctions, ce que vous avez appelé un certain dictat sur la désignation des personnes préalablement
désignés et ça ne sera qu'un entérinement. Est-ce que le président de la République a besoin de proposer quelqu'un, d'autant plus que lui-même aussi en tant qu'institution, président de la République envoie déjà ses délégués? Non, écoutez, il faut faire très attention. Ici, nous sommes dans une année très compliquée. Est-ce qu'elle est électorale? Parce que l'électorale c'était 2016, on l'a déjà sauté. Et on est déjà dans les postes, dans les prêts, dans les gouvernement avait les moyens, les possibilités de procéder au, comment vous avez appelé ça, bancaire, ça là, c'est quoi? Crédit bancaire. Crédit bancaire, il pouvait, mais il s'est plaint qu'il n'avait pas le moyen. Donc le gouvernement pouvait procéder à tous les mécanismes que vous connaissez en sciences économiques. Il n'a pas recouru à ça, mais il a dit qu'il n'y avait pas de moyen d'organiser les élections. Mais Matata avait affecté plus d'un milliard à des projets non budgétisés. De la même manière aujourd'hui, on pourra recourir au même subterfuge pour ne pas organiser les élections. Et là, vous le sentez, le seul juge du président de la République, le seul qui peut déclarer le président être éligible ou non éligible, conformément à la Constitution telle que les tractations ont commencé avec l'avocat Mirindi, qui dit que la Constitution telle qu'elle est révisée le 11 janvier 2011, si je ne me trompe pas, c'est que c'est une nouvelle constitution qui peut permettre au président. Non, le seul juge, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Il a intérêt à contrôler les membres, même ceux qui viennent. C'est ainsi que toutes les tractations seront focalisées. C'est ce qu'on leur a demandé de partir. Et pour qu'ils soient remplacés. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Luzolo Bambi? Luzolo Bambi avait été désigné comme un membre de la Cour constitutionnelle. Mais jusque 3 jours avant l'installation de la Cour, sa toge du haut magistrat n'avait pas encore été cousue, confectionnée. Et je vous donne, c'est une révélation, n'avait pas été confectionnée. Et 48 heures après, il est nommé. Il fallait aller voir Zico, mon habillé, il pouvait faire ça rapidement. Il fallait voir Zico, mais malheureusement. Mais au Kassol, il le fait. Non, mais vous vous rendez compte. Donc, ce qui fait que la visite du chef de l'État au Parlement. Laisse un peu à interpréter. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. À 48 heures de la convocation de ce congrès. Et le communiqué a été signé immédiatement après son passage. Voilà. Mais de toute façon, nous saurons pourquoi le chef de l'État a visité le Parlement 48 heures avant ou 72 heures avant. Et puis, il y a lieu de rappeler ici à tout le membre de la Cour constitutionnelle, et même ceux qui vont remplacer Bagnakou et les autres, leur obligation d'indépendance. Et ça, c'est très important. Très bien, merci beaucoup. C'est impossible, chers confrères. Joël Cadet, il nous reste, s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Je vous donne une à chacun. Cette question de Moïse Katumbi, la police présente des éléments, 2 éléments, ils sont passés aux aveux pour dire Moïse les a tiendrait pour une nouvelle rébellion. J'ai suivi le communiqué de Katumbi signé par Olivier Kametatou. Il rejette en bloc ces accusations. Serge, est-ce que vous savez aussi que même la marche que les étudiants ont organisée, c'est toujours Moïse? Vous savez que les Ebola dans ton Équateur, c'est toujours Moïse. Vous savez qu'aujourd'hui, là, si votre fille tombe enceinte, c'est toujours Moïse. Non, à un moment donné, l'acharnement contre Moïse frise la haine. Est-ce qu'on ne veut pas aussi les victimiser pour les présenter comme une victime, en faire un peu comme comment il s'appelle Ouattara à l'époque en Côte d'Ivoire, faire de lui comme Patrice Talon chez Boni Haït? C'est une hypothèse qui peut tenir, parce que vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un peut être aussi encerclé comme ça. D'abord, il y a le problème des mercenaires qui n'est pas fini. Des maisons. Le problème de Stéléonant qui n'est pas fini. Le problème de quoi? Nationalité. De nationalité qui n'est pas fini. Le problème de John Tchibangu. J'avais dit sur votre plateau ici, à peine John Tchibangu venait d'être arrêté la veille, vous m'avez invité ici, Doumoutiri nous a invité sur ce plateau. Je vous ai dit que John Tchibangu va citer Moïse Katumbi. Et vous allez constater que même John Tchibangu, qui était déjà arrêté depuis janvier, aurait rencontré ces types-là qui a été présenté par la police au mois de février à Mituri. Non, s'il vous plaît. Donc à un moment donné, on doit être sérieux. Donc cet acharnement
ne peut expliquer qu'une victimisation à outrance pour qu'il soit réellement les dauphins de Joseph Kabila, dans l'objectif, dans l'élan de conserver les intérêts communs, ou encore c'est vraiment une manière de l'écarter de la course, et ça maintenant ça frise la haine. Parce que vous ne pouvez même pas voir que le chef de l'État rencontre ses députés, les membres et en face de l'histoire de la nation. Kokoyan, il dit qu'il a vu Moïse au Maniema. Moïse est au Maniema. Maintenant, tout ce qu'il reste, c'est que, par exemple, mon épouse tombe enceinte, on dit que non, c'est Moïse qui l'a rendu enceinte. Merci beaucoup. Vous pouvez un peu vous en rendre compte. Moïse, on ne vous voit pas à Libengi là-bas. Il faut quand même vous faire signaler là-bas. Dans ces deux hypothèses, soit l'une, soit l'autre. Victimisation pour faire de lui un véritable dauphin, soit c'est vraiment un acharnement parce qu'il est vraiment encombrant, il faut le mettre hors course. Mais Moïse Katumbi, je constate il a de contentieux avec la justice congolaise. Donc, avant même son départ, il a laissé un dossier ici. Voilà. Et mon confrère ne va pas me dire que le dossier d'Estelona a été monté de toutes pièces. En tout cas, s'il vous plaît. J'ai les éléments. Bref. Les mêmes dossiers Estelona, si vous voulez qu'on en parle, je vous dis que Mouyambo est arrêté pour ce dossier. Le grand frère de Moïse lui-même dit que cette maison-là n'appartient pas à Moïse, c'est pour lui, son grand frère est à liberté. Mais c'est un conflit qui part d'une réalité. Okay. Faut pas que l'on se bande les yeux parce que c'est Moïse Katumbi. Donc ça c'est de un. De deux, mon confrère peut me dire si le problème de la nationalité de Moïse Katumbi a été aussi monté de toutes pièces. Ça c'est un fait. Alors, mais alors pourquoi vous pouvez voir la victimisation partout? Donc, j'estime que le monsieur a des contentieux avec la justice congolaise et je pense que ces contentieux devraient trouver une solution. Ça ne sert à rien de recourir à une casquette politique ou à jouer à la victime simplement parce qu'on est Moïse Katumbi et on est adulé par la population. Et d'ailleurs, Moïse Katumbi, c'est l'homme de tout le monde. Moïse Katumbi est toujours avec tout le monde ici. Même mon confrère ici l'a rencontré plusieurs fois, j'espère. Alors, pourquoi non, en tant que gouverneur, justement, avant qu'il soit gouverneur, je précise. Donc, non, il n'est pas aussi le diable. Pourquoi ne pas les rencontrer? Quand les cas Samba les rencontrer, là, c'était normal. Si Kadé veut les rencontrer, c'est pas un problème. Alors, vous, maintenant, je dis que c'est l'homme de tout le monde. Il a rencontré tout le monde ici. Vous, en tant que journaliste, il a discuté avec tout le monde. Moi, maintenant, je vais. Parce que lorsque nous allons au-delà des faits, nous interprétons les faits. Comment vous pouvez vous comprendre qu'il y a une succession de faits sur lui? Stiléona. Mais pendant ce temps, son grand frère dit que Moïse, là, c'est un petit, il n'a rien. Cette maison-là m'appartient. Laissez Moïse calmement. Mais son grand frère, s'il vous plaît, son grand frère est venu ici, il est reçu tapis rouge. Sur ces mêmes dossiers d'Estelona, Mouyambo est en prison. Après, on dit, non, c'est des mercenaires. Mercenaires, on a laissé Daryl les rentrer. Qu'est-ce qui explique que quand il était dans la majorité, on n'a pas eu cette succession d'infractions sur lui? Mais en tant que journaliste, vous pouvez aussi interpréter. Aller au-delà de faits. C'est ça, en fait, aussi le problème de la justice congolaise. La justice congolaise s'est saisie de dossiers au cas par cas. Il y a ces dossiers, des dénonciations de mégestion flagrante, des détournements de deniers publics ici, qui n'ont pas été fait l'objet de poursuites judiciaires ou d'ouverture d'une enquête. Voilà, pourquoi le PGR il procède au cas par cas? Il devrait aussi s'intéresser à des dossiers tout aussi importants plutôt que d'aller s'intéresser simplement à la nationalité de Moïse Katumbi. C'est là que ça frise, c'est là que ça donne l'opportunité à certaines personnes de penser que c'est un acharnement. Alors que il y a ces dossiers qui sont logiques, qui ont des faits qui attestés que voilà, il y a ceci ou cela. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Non, juste un mot pour dire ceci. Lorsque vous regardez le dossier d'Estelona, quand vous regardez la maison de Kolwezi, ça n'a jamais appartenu à Stoupis présenté là. C'est une autre famille de Stoupis. La maison Non, on a évolué déjà. Hein? Non, c'est juste pour vous dire que c'est un dossier monté de toutes pièces, mon frère. Comme vous m'avez promis les contrats KCC Jekami, je peux vous fournir tous
les dossiers, toute la Bible là que Mouyambo d'ailleurs avait établi et présenté lors du procès, vous pouvez l'analyser Madame, même monsieur, sans considération juridique, vous allez comprendre Merci beaucoup, que c'est l'émission, En tant que Congolais, Congolais, il a ouais. droit à une justice Équitable. équitable. Donc Merci que la beaucoup. justice fasse son Et travail comment on sans peut pour autant l'amener être à la Cour instrumentalisé. suprême de justice Sans pour autant pour qu'il n'ait être pas Attendez, donc, vous l'émission comprenez. est finie. Oh, sans pour autant l'émission est être terminée. instrumentalisé, L'émission Moïse est terminée. Katumbi a droit à une justice équitable. Merci beaucoup. Une Je retiens la justice phrase, juste. je retiens la phrase d'Éric Tchikouma pour m'adresser au procureur général de la République. Vous ne vous intéressez qu'aux dénonciations faites par les médias internationaux. Jeune Afrique, New York Times, je suis d'accord. Mais il y a Jeune Afrique, il y a Panama Papers, il y a Bloomberg, il y a tout qui ont dénoncé cette histoire de BGF Bank, qui ont dénoncé cette histoire des passeports, qui ont dénoncé. Là, vous n'avez pas vu ça. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez à l'église comme pasteur. Mais quand c'est Moïse, oh, nationalité. Voilà maintenant que vous donnez des arguments à Moïse pour qu'il dise qu'il est victime. Instruisez à charge et à décharge. Ne faites pas la sélectivité. Vous n'êtes pas procureur des uns contre les autres. L'émission est terminée. Il y a un dossier à l'Équateur, aussi d'Ubangi. Depuis l'ouverture de l'Assemblée provinciale, ils n'ont tenu qu'une seule plénière de l'ouverture. Jusqu'aujourd'hui, le président est ici à Kin, le vice-président est ici à Kin. Il n'y a pas, ne fût-ce qu'une plénière. Et tous les Et il reste un mois pour la clôture de la session. Est-ce que... Non. 9h30 demain, Daniel Safou Bouchemouni, Christelle Vouanga. Au revoir. Au revoir.